Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui vous est présentée dans le cadre de Québec en toutes lettres, en direct de la Maison de la littérature, qui va porter sur l'adaptation d'œuvres littéraires en bande dessinée. C'est une collaboration de Québec BD et un gros merci à BCF Avocat d'affaires, qui est le partenaire présentateur des entretiens et des tables rondes pour l'édition de cette année de Québec en toutes lettres. Mes questions sont préparées à l'avance depuis déjà un moment et j'en avais une qui concernait le romancier Jean Teulé, qui a été maintes fois adapté en BD et qui en plus a été adapté par un de nos invités. Or, on apprenait cette semaine la mort subite de M. Teulé, mardi dernier. On va donc l'évoquer avec une admiration pour son œuvre originale, décapante, captivante, mais notre admiration va se teinter quand même d'une tristesse assez inattendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, mon nom est Michel Giguère. J'anime depuis 2005 les Rendez-vous de la BD, présentés ici même à la Maison de la littérature, et j'ai co-réalisé avec Michel Rabagliati ce qu'on appelle communément le Gros Paul, donc Paul Entretien et Commentaires. Et c'est avec plaisir que je vais animer cette table ronde. Je vous présente nos 4 invités. Alors, sur un scénario d'Olivier Boquet, Julie Bordelot a mis en image l'univers de Fantomas, personnage mythique. Comment? Mon Dieu, excuse-moi. Je suis désolé. Alors, on présentera Paul Rochelot tantôt, là. Donc, Fantomas, c'est correct. Personnage mythique de la littérature française et du cinéma du début du 20e siècle, créé en 1911 par Pierre Souvestre et Marcel Alain. Le triptyque initié en 2013 est devenu une intégrale en 2017 chez Dargaud. Julie enchaîne avec une autre adaptation, mais cette fois d'un roman québécois, La Petite Patrie, de Claude Jasmin, qui est paru en 1972 et qui a été adapté une première fois sous forme de téléroman. La BD, quant à elle, est scénarisée par Normand Grégoire et elle a été publiée à La Pastèque en 2015. Julie Rochelot travaille en ce moment et depuis 2 ans sur un projet de récit du Tour du monde de Nellie Bly en 1890. Et il n'y a pas encore de titre définitif, m'a dit Julie. Et cette Américaine, c'est une pionnière du journalisme au féminin. Donc, après ça, tu t'attaques à Judith Jasmin, j'imagine? Ouais. On verra. On verra. Christian Quesnel, en août dernier, nous a offert aux éditions Alto La Cité oblique sur un texte d'Ariane Gélina. Ensemble, ils recréent l'univers, le style, le ton d'H.P. Lovecraft en s'inspirant de ses récits de voyage ici même à Québec au début des années 30. Ce sont des textes qu'il n'avait pas écrits nécessairement pour publication, de sorte qu'ils ont été publiés seulement après sa mort en 1976. Et puis, Christian a mis en image aussi l'essai de l'autrice et militante Anne-Marie Saint-Cerny, Mégantic. Le texte original s'appelait Mégantic, une tragédie annoncée, sorti en 2018. Il a collaboré avec celle-ci pour réaliser l'adaptation en images Mégantic, Un train dans la nuit, publié en 2021 chez Éco-Société. Il ne s'agit pas d'un roman, mais je considère que cet essai est loin d'être dénué de valeur littéraire, donc on va en parler aussi. Jean-Luc Cornette est un scénariste prolifique. On lui doit aussi un roman, Le pianiste, la sirène et le chevalier. Il a adapté 3 bandes dessinées, 3 albums parus chez Futuropolis. La Perle, d'après John Steinbeck, un roman qui a été écrit en 1947. Un roman une BD en fait que Jean-Luc a lui-même dessiné, qu'il a entamé durant sa résidence à Québec au printemps 2015 et qui est paru en 2019. Ensuite, Fleur de tonnerre, d'après Jean Teulé, en 2013. L'adaptation, quant à elle, est parue en 2020 avec, comment on prononce Jean-Luc, c'est Jurg ou Jurg? Jurg. Jurg. Alors, au dessin. Et finalement, Christina, la Reine Garçon, d'après la pièce de Michel-Marc Bouchard, qui est parue en 2016. L'adaptation, quant à elle, est parue en 2022 avec Flore Balthazar au dessin. Et pour finir,
le théâtre québécois sera en vedette ce matin, décidément, puisque Paul Bordelot a adapté en 2020 la pièce de Fabien Cloutier pour réussir un poulet aux éditions de la Pastèque. Le texte original est paru en 2014. Et en 2023, va paraître chez Nouvelle Adresse son adaptation de Hippo, d'après la pièce de Nicolas-Franck Vachon, qui date de 2020. Alors, vous quatre, plutôt que de formuler des questions dirigées qui s'adressent précisément à l'un d'entre vous, je vais y aller de questions à développement pour que vous puissiez répondre à votre façon, puis répondre à la partie de la question que vous voulez et éventuellement ne pas répondre à certaines parties, et de façon aussi à générer une espèce de conversation entre vous quatre afin de mettre en écho vos expériences respectives. Pour vous lancer, une question facile. Concernant les titres que je viens de nommer, si le projet d'adaptation est né de votre initiative, qu'est-ce qui vous a donné le goût de raconter autrement, avec le médium qui est le vôtre, cette histoire-là et pas une autre? Et si le projet relève de l'initiative de quelqu'un qui vous a recruté, entre guillemets, afin de le mettre en image, qu'est-ce qui vous a incité à dire oui? Alors tiens, Paul, tu es un gars de Québec, toi, tu es en quelque sorte, toi aussi, l'hôte, alors tu vas casser la glace. Qu'est-ce qui t'a incité à choisir d'abord pour réussir un poulet? Oui, bien, j'avais, en ayant l'atelier, ici, notre atelier, la Chope à Bulles, avec Richard Vallerand, Caroline Soucy, puis avant ça, il y avait Jeff Bergeron qui était avec nous. On a accès à beaucoup de livres et je connaissais Fabien Cloutier par l'entremise de l'émission Plus on est de fou, plus on lit. Qui a vécu longtemps à Québec. Fabien, c'est ça, il a fait son conservatoire ici et tout, mais je m'étais dit, bon, mais je veux connaître plus son travail. Puis j'avais une idée qui me trottait dans la tête de traiter de gens que j'avais croisés dans ma vie, qui en arrachaient, puis qui avaient des vies plus difficiles. Donc, j'ai lu pas mal toute son œuvre. Puis quand je suis tombé pour réussir un poulet, j'ai fait, ah oui, lui, il a écrit exactement ce que moi, j'aurais aimé écrire en scénario. Et je l'ai croisé au Archambault, par hasard. Il n'y a peut-être pas de hasard, là, mais bref. Puis là, j'ai vraiment croisé dans le temps des fêtes. Il y avait des livres, il achetait ses cadeaux de Noël. Puis là, j'ai fait, hey, écoute, j'ai vraiment cliqué sur Cranbourne, Scottstown, mais c'est one-man show. Mais quand je suis tombé sur ton travail là, pour réussir un poulet, j'ai vraiment le goût de travailler là-dessus, d'une adaptation. Puis c'est parti de là. Après, on a travaillé là-dessus, lui et moi, mais c'était un goût de traiter d'un sujet, même de me donner la permission de me prendre pour un bum, dans le sens que, tu sais, en dessinant des gens qui ont des vies difficiles, ça m'a permis de me mettre dans leur peau, mais aussi, en fin de compte, de passer un sujet que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais que je trouvais pas l'angle, puis je trouvais que son angle était parfait pour ça. Ouais. C'est intéressant. Donc, un espèce de changement de milieu, finalement. Oui. Ouais. Et Jean-Luc? Oui, moi, ça dépend des projets. Généralement, quand je lis un roman, c'est pas dans le but de l'adapter. C'est juste que je suis un lecteur de romans. Mais parfois, en lisant, j'ai des images qui me viennent sur un roman précis. Je le vois dans ma tête en bande dessinée, et donc ça peut m'inciter à tenter de le faire. Par contre, pour Christine la Reine Garçon, enfin on a changé le titre en Christina, parce que on a resitué vraiment le contexte historique, alors que la pièce est plus abstraite, elle peut être jouée sous un décor noir, et donc à partir du moment où on remet le personnage dans son époque, je trouvais que le nom suédois correspondait mieux. Ouais. Et donc, on a rendu les noms des personnages... Dans une époque et dans un décor beaucoup plus élaboré dans la représentation. Oui, là. donc ça c'est pour dire pourquoi le titre a changé. Mais donc là, c'est juste un soir, je regardais à la télévision, et il y a un film qui est passé, qui était l'adaptation de Girl King, et j'ai trouvé voilà, qu'on a ici dans la collection oui, du réseau de la Bibliothèque à Québec. Là. Et donc j'ai trouvé ce film formidable, et je connaissais pas du tout le personnage de la reine Christine, donc je me suis renseigné, je me dis là il y a quelque chose à faire
entre autres avec Flore Balthazar, avec qui j'avais déjà fait un livre qui traitait de Frida Kahlo, et donc qui aime beaucoup traiter de personnages, de femmes qui sortent de leurs conditions dans une époque où c'est pas facile. Et donc je me suis renseigné et j'ai vu que le film était adapté d'une pièce, que le scénario du film était fait par la personne qui avait écrit la pièce, et que donc c'était un Québécois, que la pièce était en français. Donc je me suis procuré la pièce, je l'ai lue, et là c'est exactement comme pour Paul. Quand j'ai lu ça, je me dis, je ne vais pas faire ma version de la Reine Christine. Le texte est tellement beau, tellement fort. Ah oui. Il dit tout ce que je voudrais dire en mieux. Je vais plutôt adapter la pièce. Donc j'ai été sur Facebook et j'ai trouvé Michel-Marc Bouchard et je l'ai contacté par Messenger. Et voilà, parce que je ne pouvais pas aller au marché à Montréal, moi, en venant de Belgique. Donc, et c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais, c'est bon. Christian, pour Lovecraft, il y avait des affinités entre son univers et tes intérêts? Ben, tu vois, en fait, le coupable, il est dans la salle ici, c'est Thomas-Louis Côté, qui, dans un festival à Colomiers, en 2017, il m'approche, il me dit « Christian, je verrais vraiment ton style, ton esthétisme avec le travail de Lovecraft. » Moi, je connaissais un peu Lovecraft, mais je l'avais lu un peu adolescent. Ça m'a tout de suite allumé des lumières, en fait. Puis j'avais vraiment le goût de sauter sur cette occasion-là. Mais Lovecraft, comment? Puis là, Thomas Louis me dit qu'il était venu à Québec. Fait que c'est à partir de là. Québec m'inspirait beaucoup parce que moi, j'habitais, à ce moment-là, j'habitais à 2 rues d'ici, là, sur Sainte-Ursule. Puis pour moi, c'était comme l'occasion idéale de mettre en scène un Québec, mais un Québec qui était vraiment plus noir, plus gothique, en fait. Faut dire que, contrairement à vous deux, moi, le texte, il était assez nul. Il était beige. En fait, le texte de Lovecraft original, parce qu'il faut dire que c'est un texte que Lovecraft s'est écrit pour lui-même, qui a été publié à titre posthume en 1976. Mais on trouvait que les déambulations de Lovecraft dans Québec et son histoire de la Nouvelle-France pouvaient emmener un aspect intéressant si on prenait le restant de son œuvre, qui est fantastique, d'horreur, tout ça, puis on l'emmenait à l'intérieur de l'histoire de la Nouvelle-France. C'est un peu comme ça, j'ai commencé à créer les pages, mais c'était quand même à partir du texte qui était beige de Lovecraft. Puis ça a été assez difficile à ce moment-là, parce que Antoine Tanguay et moi, on est arrivés, puis on s'est dit, bon, ben... Antoine Tanguay des Éditions Alto. On est arrivés, puis on s'est dit, bon, ben le texte est toujours beige, pareil. Fait que c'est à partir de là que Ariane Gélina est arrivée de Trois-Rivières, une auteure fantastique qui a lu 4 fois l'œuvre intégrale de Lovecraft. Puis elle est arrivée, puis c'est vraiment... comment je pourrais dire, donc, s'est inséré dans le projet de façon assez spéciale parce que les planches étaient déjà faites. Fait qu'elle est arrivée puis elle a créé un texte sur des planches de bande dessinée qui existaient déjà. On a réaménagé plusieurs choses. Ça a été un travail vraiment, une discussion à 3 avec Antoine. Mais on en est arrivé à vouloir créer un projet qui était unique. Pas comme si c'était Lovecraft qui avait écrit, mais pas loin, en fait. Parce que Ariane, il fallait aussi qu'elle conserve son identité en tant qu'autrice. Donc, c'était vraiment important, ça, pour elle. Puis pour moi aussi, qu'elle prenne toute sa place. Parce que les planches ne devaient pas être... c'est bien beau avoir des planches, ils peuvent être belles, ils peuvent être esthétiquement poussées. Mais si le récit n'est pas bien servi, ça ne sert à rien. Fait qu'avant tout, une bande dessinée, c'est un récit. Il fallait un arrimage au bout de cette démarche très, très spéciale. Là. Il fallait qu'on sente vraiment une fusion entre tout ça. Là. Ben, j'ai retranché à peu près 25 planches du projet d'origine. Puis Antoine m'en a fait créer une quinzaine. Donc, on a vraiment joué. Là, on a joué avec l'ordre aussi des textes, des images, tout ça. Oui, beaucoup. Et Julie, parmi les 3 projets qui sont issus d'œuvres littéraires, est-ce que dans un cas, c'est vraiment l'œuvre littéraire comme telle qui t'a inspiré, qui te dit « Moi, je veux transposer ça ». Jusqu'à présent, c'est arrivé un peu par hasard. C'est ça, j'ai tout le temps travaillé avec des scénaristes. Les scénaristes, leur choix de m'approcher, moi, ben c'est ça, il y a plein d'autres facteurs, ça leur appartient. Après, moi, est-ce que cet univers-là m'intéresse, mais aussi, par-dessus ça, est-ce que la vision du scénariste m'intéresse? Et qu'est-ce que moi... Est-ce que moi, je vais avoir l'espace pour aussi apporter... Est-ce que je pense que ça vaut la peine que moi, je m'investisse là-dedans? À un moment donné, ça peut faire beaucoup de cuisinier pour
la même sauce, là. Est-ce que je vais avoir l'espace pour m'exprimer malgré que c'est basé sur une œuvre littéraire, peut-être une histoire vraie, peut-être une fiction, peut-être que la personne, dans le cas de Claude Jasmin, est encore en vie, puis il faut penser à tout ça. Il y a comme un niveau de responsabilité par rapport à ça. Mais je dois dire, travaillant avec des scénaristes, il y a toujours quand même quand c'est vraiment une histoire tout à fait originale, il y a quand même, en tant que dessinatrice, une part d'adaptation à faire de toute façon. Puis là, ça dépend évidemment de comment le scénario est écrit. Puis encore une fois, de l'univers. Moi, il va falloir que je traduise ça en quelque part en images, que je fasse des choix que le scénariste n'a pas fait encore ou qu'on va faire ensemble. Fait que, il y a scénario. Il y a des scénarios très définis. Il y en a d'autres qui sont très slack, très douces. Il y en a qu'il faut épurer. Il y en a au contraire, il faut rajouter. Des fois, on peut jouer avec la chronologie, tout ça. Fait que, de toute façon, il y a un début de ça à faire dans le métier lui-même. Puis, c'est ça. Je me demande, il y a toujours le souci, est-ce que je vais être comme un petit peu coincée dans quelque chose qui est déjà très construit. Puis est-ce que je veux... il y a des attentes, vu que c'est une histoire qui... En plus, oui. Bon, fait beaucoup de questionnements, mais... Tu veux bien qu'il y ait une recette, mais tu veux pouvoir ajouter des ingrédients à toi, puis improviser un peu à partir de la recette. Oui, il faut. Fait que c'est ça, est-ce que je me sens à l'aise? C'est surtout ça qui va déterminer si je m'embarque ou pas dans une adaptation. On va reparler, en fait, de tout ça au fil des questions. À la lecture de l'œuvre dans sa forme initiale, avez-vous eu le sentiment que cette œuvre-là se prêtait bien à la transposition dans le médium bande dessinée? La bande dessinée avec sa forme de récit segmentée, les cases, les planches, les ellipses. Par exemple, pour vous lancer, Jean-Luc Cornette, vous avez adapté le roman Fleurs de tonnerre de Jean Teulé, et il se trouve que cet écrivain-là a été adapté à plusieurs reprises, comme je disais au début, par divers BDistes. Je sais qu'il a jadis lui-même fait de la bande dessinée, mais c'est un peu court pour expliquer que ces récits se passent si bien de la prose à la case, si je puis dire, à la planche. Est-ce que c'est parce que Jean Teulé va à l'essentiel? Est-ce qu'il a une écriture qu'on pourrait qualifier de visuelle? Bref, en quoi les romans de Teulé se transposent particulièrement bien, si tant est que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Oui. C'est exactement tout ce que tu viens de dire. C'est en fait, donc oui, il a commencé sa carrière comme auteur de bande dessinée, et son écriture romanesque est visuelle, dialoguée. Moi, dans mes adaptations, c'est vraiment celle qui a été la plus simple, parce que c'est comme dans toutes les adaptations, il faut couper, parce que le roman fait presque 300 pages, et la bande dessinée en fait 100, je crois, ou 120. Mais donc c'est dans un travail d'adaptation en bande dessinée, on coupe beaucoup dans l'œuvre originale. Mais sinon, j'ai fait des petites adaptations et j'ai mis ma patte aussi. J'ai un peu transformé la fin, tout ça. Mais non, c'est vraiment très visuel et avec une narration qui me semble très proche de la bande dessinée. J'ai eu beaucoup plus de mal à adapter Christine Herman Garçon en partant d'une pièce de théâtre où il n'y a que du dialogue, il n'y a pratiquement pas de décor. Donc là, il faut vraiment recréer une mise en scène différente, alors que pour les romans de Teulé, l'essentiel y est déjà, quoi. On continue un petit peu, on va faire un petit peu de kilométrage là-dessus. Je vais répéter une généralité qui est quand même pas dénuée de pertinence, je trouve. C'est que le roman serait axé sur l'intériorité des personnages, leur psychologie, leur réflexion, alors que le cinéma serait davantage axé sur l'action, sur les actions. Et le récit de théâtre, pour sa part, Jean-Luc vient de le dire, repose beaucoup sur les dialogues. Par exemple, Paul, toi, tu as adapté 2 pièces de théâtre. Donc, j'imagine que tu as une facilité, tu as un attrait pour cette forme-là. Dans l'exercice de la transposition, ça se traduit comment ces différences-là dans la nature des médiums? Mais de façon très concrète, là, si on part d'un roman, qu'est-ce qu'on fait des réflexions des personnages avec les longues descriptions de leurs états d'âme? Si on adapte une pièce de théâtre, qu'est-ce qu'on fait avec les abondants dialogues
Donc, Jean-Luc disait, on coupe beaucoup, on resserre. Est-ce qu'on escamote des passages entiers ou on enlève un petit peu partout? Ou alors, j'imagine aussi souvent qu'on donne à voir, par le dessin, on donne à voir au lecteur ce que dans la pièce, ce qui était rapporté par un personnage qui était témoin de tel événement. Nous, non, on le montre. Donc, il y a un peu de tout ça, Paul. Ben exactement. Ben, c'est un beau casse-tête, une pièce de théâtre, parce que dans le cas de Pour réussir un poulet, c'était un stage, donc une scène, soit Montréal était jaune, Québec, elle était bleue, 4 chaises. Donc, il n'y avait absolument rien. Les personnages nous parlaient, donc au 4e mur, nous parlaient à nous de temps en temps, avaient leur monologue. Donc, il a fallu que je décortique toute la pièce. C'était vraiment un casse-tête. Dans mon découpage, je prenais une scène qui se répétait, parce que la pièce commence à l'acte 2. Fabien Cloutier, lui, il laisse tomber l'acte 1. On est tout de suite dans l'acte 2, dans l'action. Ça, j'avais aimé ça, mais c'est vrai que les dialogues sont... Il y a beaucoup de dialogues au théâtre parce que toute l'émotion passe par là. Il faut qu'ils soient autant à l'arrière que devant. Il faut qu'ils propulsent leur émotion. Puis ça, tu vois, je l'ai retravaillé plus dans Hippo. On a travaillé avec Renaud Plante là, à vraiment tronquer. Renaud Plante, qui est ton éditeur. Oui, couper beaucoup d'expressions. Tandis que dans Poulet, pour moi, dans Poulet, la langue était un personnage en tant que tel. La langue de Cloutier est très forte. Elle est très, j'allais dire, elle propulse. T'as quasiment pas tu peux chuchoter des dialogues de Fabien Cloutier, puis ils vont être aussi forts que si tu les cries. Ça va fesser autant. Ah oui. Par contre, il y a beaucoup de sacre aussi. Il y a beaucoup de... Donc, c'est très... Tu sais, c'est quand même une pièce qui est pas violente, mais donc il fallait quand même que j'atténue un peu tout ça avec les teintes de couleurs aussi. Mais j'ai pas coupé dans son texte. J'ai voulu, étant donné que c'était, pour moi, son texte était aussi fort que le scénario, que l'histoire, les dialogues en tant que tel, j'ai tout gardé. J'ai rajouté quelques petits onomatopées ou des « ah bon mais je l'ai vu comme un film, donc j'ai posé beaucoup de questions, où est-ce que se passe la pièce et tout. Et puis, il m'a dit, bon, ben, ça se passe sur le boulevard Sainte-Anne, dans Saint-Roch, Saint-Sauveur et tout. J'ai fait j'ai fait beaucoup de photos, mais c'est ça, son texte était tellement fort que j'ai pas tant que ça coupé dedans. J'ai à peine quelques petits moments, mais ça a été génial parce que, en n'ayant pas vraiment souvent travaillé avec un scénariste, ou une scénariste, là, j'avais les coups des franges parce que le scénariste, il avait tout fait, il n'avait rien mis en image, mais j'avais, comment dire, donc je me débarrassais du scénariste pour travailler avec un dramaturge qui me donnait carte blanche aussi. Donc, il m'a dit, fais ce que tu veux, je te fais confiance. Puis, j'ai monté de temps en temps des planches, j'ai dit, non, je veux rien savoir, je veux pas voir, je veux le voir à la toute fin, qu'est-ce que ça va donner. Parce que je lui avais dit aussi, j'ai fait une entente avec lui, que je gardais tout, parce que pour moi, c'était trop fort comme pièce. Si vous l'avez lu, vous allez voir, c'est une pièce assez tragique. Mais quand même, il n'y avait rien, il y avait juste un stage et 4 chaises. Donc la chaise, je l'ai repris dans la pièce. Si on regarde, elle est cachée. Il y a même des personnages, des gens que je connais, que je me suis amusé à faire. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a frappé à la lecture, c'est que pendant peut-être les 3 premiers quarts du récit, on est dans quelque chose, on est dans l'action, on est dans quelque chose d'assez conventionnel sur le plan de la bande dessinée et peut-être du cinéma, dans le sens où il y a des personnages qui interagissent dans des lieux, tout ça. On suit des Puis personnages. à la fin, pour l'espèce de conclusion, là, c'est beaucoup plus théâtral. Ils sont sur le toit d'une maison, alors qu'ils sont en vrai, ils ne sont pas censés être en présence les uns des autres, nécessairement. Là, ça devient théâtral. Ben là, j'ai repris l'idée du théâtre en BD. J'ai appelé ça, pour rigoler, du théâtre graphique. Avec au début de la BD, dans le rôle de, puis là, je mettais les illustrations des personnages. Si vous lisez l'album, vous allez voir. Mais c'est ça, j'ai repris. Moi, je suis un grand fan de théâtre. J'y vais souvent. J'avais passé des auditions pour être en scénographie à Montréal. J'avais été accepté, puis j'ai laissé tomber. Je sais pas pourquoi. Question d'amour dans ma vie. Mais c'est ça, pour moi, le théâtre, c'est vraiment de la matière. Puis je sais que mon collègue Richard travaille aussi sur 2 pièces de théâtre, puis il voit aussi toute la possibilité qu'on a, en tout cas, d'avoir ça ici au Québec, là, des pièces contemporaines fortes avec un langage, mais pas juste un langage, comment dire, d'un discours aussi qui nous touche aussi, qui est là. Puis une pièce
ça disparaît et tu le joues une vingtaine de fois, une trentaine de fois, puis c'est terminé. C'est Là, fou. ça peut être remonté plus tard, mais l'idée aussi de pérennité, de garder une pièce de théâtre vivante plus longtemps, pour moi, ça me plaisait aussi, cette idée-là. On revient à Jean-Luc. Pour Christina, bon, j'ai pas vu la pièce sur scène, j'ai vu le film. Comme vous, comme toi. Je ne sais plus si je dois te vous voyer parce que je tutoie tous les autres. Non, alors tu peux me vous voyer. Non. Mais moi, je te tutoie. Oui. Donc, je doute que dans la pièce, sur scène, on voyait Christina galoper et qu'on voyait Christina entourée d'une meute de loups, par exemple. Ouais. Des choses que Balthazar dessinait, représentait. Ben, en fait, j'ai pas vu la pièce non plus. Ouais. Parce que, voilà, Mais j'étais vous en l'avez Belgique. Donc, je l'ai lu et relu et relu. Mais non, il y avait des évocations quand même de scènes qui pouvaient se passer dehors. Donc, comme au tout début, il y a la tempête de neige. Après, je ne sais pas très bien comment ça a été montré, c'est montré au théâtre. Surtout que ce sont les pièces de Michel Marc Bouchard sont souvent montées dans différents pays. Donc, il y a des mises en scène différentes. Je ne pense pas qu'il y ait une mise en scène toujours la même. Mais évidemment, j'ai rajouté vraiment des décors, de l'action, et parce que sinon, ce n'est que des gens qui parlent. Enfin, je ne veux pas déprécier parce que le texte est magnifique, quoi. Vraiment, j'avais mal au cœur de devoir couper dedans. Mais oui, il faut refaire vraiment une mise en scène totalement différente. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, aussi quand j'adapte un roman, c'est ça aussi. Moi, je veux donc l'image, c'est-à-dire des personnages et de l'action, et des dialogues. Donc, je retire tout ce qui est pensée, tout ce qui est explication, parce que c'est vrai que dans les romans, même au théâtre, ça peut arriver qu'un personnage s'adresse au public ou voilà. Donc on sait ce qu'il a dans la tête. Et moi, ma vision de la bande dessinée, enfin comme je la pratique, c'est que je veux que le lecteur comprenne ce qu'il y a dans la tête du personnage par ce qu'il dit et par ce qu'il fait. Mais jamais je n'écris une bulle de pensée ou un texte-off avec ce qu'il a dans la tête. Ou parfois, Moi, une espèce de portrait du personnage. Dans un roman, le romancier va dire tel personnage a tel trait de caractère. Oui, voilà. Puis il nous fait une espèce de petit pedigree. Mais oui, où il raconte ce qu'il a vécu avant. Il faut le traduire en action. Donc tout ça je vire, moi. Mais ça doit rester clair pour le lecteur. Donc c'est le dessin et les dialogues qui doivent suppléer à tout ce qui est retiré, quoi. Christian, pour Mégantic, bon, je l'ai dit tantôt, c'est un essai. Est-ce que, j'imagine qu'il faut transformer beaucoup de choses quand on part d'un essai, surtout très consistant. Et là, pour te donner une partance, j'ai choisi cet exemple-là, qui est une scène qui ne figure pas dans l'essai initial et que tu as ajouté à la transposition en images, en BD. Oui, c'est ça. Pour revenir au début du projet, en fait, c'est Anne-Marie Saint-Cerny qui m'a contacté, qui est venue me voir dans un salon du livre, puis elle m'a dit j'ai fait un essai, j'étais pas au courant de son essai, je connaissais Mégantic un peu comme tout le monde. Puis au début, je me suis dit, je venais juste de terminer un livre sur l'histoire du suicide au Québec. Puis j'avais... Tu étais content d'enchaîner sur un sujet un peu plus léger? Non, mais en fait, j'avais amorcé des choses avec Vous avez détruit la beauté du monde que je voulais poursuivre avec un autre livre. Puis Mégantic s'est retrouvé à être l'exemple parfait. Anne-Marie Saint-Cerny, elle m'a abordé, elle a dit « Est-ce que tu veux travailler là-dessus? » Moi, je fixe certaines conditions parce que c'est important d'avoir la pleine liberté dans mon travail. Puis de ne pas avoir un scénario qui est enfermé. Je travaille pas avec des des descriptions de scène, rien de ça. C'est la mise en scène, je m'en occupe en fait.
Puis elle a accepté. Puis aussi, l'éditeur Éco-Société, c'était quand même une structure éditoriale assez solide, malgré qu'il n'y avait pas tant publié de bande dessinée que ça. C'est un éditeur respecté, puis qui me laissait aussi avoir les coups des franches. À partir de là, Anne-Marie m'a commencé à m'envoyer des informations, de la documentation, dont une vidéo d'une jeune femme qui est morte, je pense, elle avait 24-25 ans, qui est Cathy Clusio, qu'on voit en arrière ici. J'ai reproduit un peu des scènes de la vidéo. Ça, c'était à Pâques, juste avant qu'elle meure. Elle chantait une chanson pour son père. Puis son père nous a fait confiance en nous confiant cette vidéo-là. Puis c'est une immense, tu parlais de responsabilité tantôt par rapport à des gens qui sont là, qui sont proches de nous. Ça ne s'est pas passé en 1800 quelque. Donc, il y a une façon de le traiter qui est importante, de conserver le respect, puis surtout la dignité de ces personnes-là. Tu vois aucun mort dans Mégantic, mais tu sais qu'est-ce qui arrive. Puis cette séquence-là, tu vois, elle met la victime dans toute son innocence, parce que c'est une personne comme ça. C'est pour ça la couverture de Mégantic, c'est un chevreuil qui court vers un train. Il ne sait pas, c'est l'innocence, il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais ça s'en vient, c'est fatalement, ça va arriver. Donc, on voit la victime ici en haut qui chante à son père, puis on voit les responsables en bas. La bande dessinée a cette capacité-là de mettre côte à côte les victimes, puis je dirais pas les bourreaux, mais les responsables, en fait, de cet événement-là. Donc, par le biais d'une mise en page. Or, la mise en page n'existe pas, en tout cas sur ce plan-là, dans un ouvrage en prose, en paragraphe. Ben, c'est ça. Ça, c'est une écriture. En fait, la bande dessinée, c'est un geste d'écriture. Même si c'est pas nous qu'on fait le scénario, il y a un geste d'écriture là-dedans. Puis c'est ça qu'on a voulu pousser avec ça. Ça, c'est un exemple, mais il y a d'autres exemples. Grâce au surgissement, quand on tourne la page en bande dessinée, il y a une surprise qui arrive de l'autre côté. Fait que ça, dans un livre, avec strictement du texte, il n'y a pas ça. Mais en bande dessinée, le surgissement arrive, on tourne la page, puis on peut créer un effet. Un effet intéressant. Dans Mégantic, l'explosion, je l'ai présenté comme ça. Mais Anne-Marie, juste pour vous dire, les indications qu'elle m'a données, elle m'a écrit sur des pages BTMI 11, ce qu'on appelle des spreads, la double page, des points de forme, de qu'est-ce qu'elle voulait parler. Puis à partir de là, moi, j'ai écrit en images ce qu'elle voulait dire. Puis là, elle a complété avec le texte, les informations, parce qu'elle me disait à peu près, bon, il va y avoir pas mal de place, là, laisse un peu plus de place dans la composition, mais elle ne me disait pas d'illustrer telle chose ou tel autre élément. Je l'ai écrit comme ça, en fait, avec elle, mais elle m'a laissé beaucoup de liberté. Puis ça, c'est tout à son honneur, j'avoue. Parce que, excuse-moi, oui. C'est pas facile de laisser aller une œuvre. Puis, tu vois, la personne avec qui tu as travaillé, tu sais, le metteur en scène, pas le metteur en scène, mais le dramaturge t'a laissé tout l'espace. Je veux dire, tu sais, il voulait juste le voir à la fin. Oui, donc pour, ça, moi, je trouve ça... Pour réussir un poulet, oui. Avec Hippo, j'ai voulu faire l'inverse. J'ai voulu vraiment l'avoir comme un acolyte, parce qu'il pouvait me donner des indications, surtout au niveau de l'émotion. Moi, j'ai accès, en théâtre, on a accès aux captations des pièces. J'ai fait attention j'avais vu les pièces, mais c'est ça, oui, complètement laissé carte blanche, puis ça permet de faire éclater. On devient des metteurs en scène en ce moment, comme exact. C'est ça. Quand il est question de transposition d'une œuvre littéraire en BD, on dit souvent par exemple, une description d'un paysage qui s'étale dans le texte en prose sur plusieurs pages, il peut se résumer en une seule case quand on le transpose en BD. Il suffit de dessiner le paysage, puis c'est réglé. En contrario, on peut, par exemple, écrire une phrase dans un texte qui dit « machin chose passait tout l'été à bâtir son chalet ». Et quand on le transpose en image, ça va nécessiter plusieurs cases, voire plusieurs pages, où est-ce qu'on va suggérer le passage du temps, on va montrer les différentes étapes de la construction. Donc, il y a je ne sais pas si vous avez en mémoire, l'un d'entre vous, quelques-uns parmi vous, des exemples d'un passage particulièrement ardu à adapter dans une des œuvres sur lesquelles vous avez travaillé, ou est-ce que le décalage entre les deux modes de narration, ça vous a vraiment frappé par rapport à cette espèce de longueur qu'on consacre à telle scène dans un médium ou dans l'autre? Jean-Luc? Moi, pour la perle de Steinbeck, en fait, donc, c'est en deux mots, l'histoire d'une famille de pêcheurs d'huîtres qui cherchent des perles très très pauvres, et soudain, le personnage principal pêche la plus grande perle du monde,
et ça devrait changer sa vie vers du mieux. Et en fait, c'est là que les ennuis commencent, que le drame arrive. Et donc, dans ce texte, qui est en fait que en description, presque pas dialogué, ces personnages qui parlent très peu, on nous parle souvent de la rumeur. Donc la rumeur fait qu'on sait, alors qu'il n'est même pas encore revenu sur la berge avec sa barque, la rumeur est déjà passée au village qu'il a pêché la perle, elle est arrivée à la ville et tout ça. Et donc comment dessiner la rumeur? Et c'était ça le problème. Et je voulais rester aussi dans une bande dessinée avec très très peu de dialogue. J'ai parfois presque 20 pages de suite sans texte. Et donc j'ai mis une petite fille comme du village des Mexicains, des Indiens, et un chien. Et on les voit pendant toute la BD, tout le temps courir, aller d'un côté à l'autre. Et on la voit parler, on ne sait pas ce qu'elle dit, mais on la voit parler. C'est la rumeur qui court. Voilà, et donc voilà, j'ai transformé comme ça la rumeur, je l'ai personnalisée. Julie, dans le même thème, dans La Petite Patrie, par exemple, j'ai remarqué que dans un bon nombre de cases, tu représentes l'action principale en avant-plan, tandis qu'il se joue une autre scène en arrière-plan. Par exemple, un jeune soldat qui part à la guerre ou simplement deux voisines qui placotent de l'autre côté d'une vitrine de magasin. Tu évoques subtilement, en tout cas de façon fluide, sans que ça alourdisse ou ralentisse le récit, tantôt la vie de quartier au quotidien, mais tantôt aussi la grande histoire. Claude Jasmin, peut-être qu'il consacrait des pages et des pages à ces aspects-là de l'univers, de la vie de l'époque dans les années 40 à Montréal. Toi, est-ce que cette habile utilisation des arrière-plans, là, c'était prévu dans le scénario ou si c'est ton idée à toi? Dans le cas de La Petite Patrie, là, ça fait longtemps. Ouais. Je me rappelle plus exactement dans ce... Je sais que c'était pas écrit comme ça dans le scénario. Si on parle de l'extrait que tu mentionnes avec l'annonce, ouais. le jeune homme qui est conscrit, là. C'était pas écrit comme ça. J'avais choisi de faire ça comme ça, pour vraiment montrer un contraste entre l'insouciance des enfants qui est en avant-plan. Les gens ils peuvent la voir, oui. Ben oui, le contraste entre l'avant-plan et l'arrière-plan, entre les deux drames qui se jouent. Oui, mais il y a un petit côté, c'est anecdotique. Parce que oui, il y a des enfants qui jouent à la guerre dans la ruelle, puis en même temps, il y a des jeunes adultes qui ne reviendront jamais à la maison. Puis, écoute, non, ça fait vraiment longtemps. Mais il y a des choix comme ça de superposer deux actions pour justement arriver à une émotion supérieure. Parce que, tu sais, les choix, tu disais, il y a quand tu changes de langage, mettons, du roman à la bande dessinée ou du cinéma à la BD, peu importe, on raconte différemment, puis est-ce que ça vaut la peine de montrer le grand paysage? Est-ce que ça va être ça qui va donner de l'émotion? Si oui, comment on le fait? Sinon, on peut partager cette émotion-là, raconter de façon complètement différente, avec des choix complètement différents qui n'existent pas dans le roman nécessairement. Il faut être comme plus fidèle à notre vision. Puis, bon, là, excuse-moi, je m'égare un petit peu. Non, pas du tout. Mais c'est que Claude Jasmin, dans La Petite Patrie, fait un portrait d'un quartier à une certaine époque, comme Tremblay va le faire avec Le Plateau, pas longtemps après, dans le fond. Et les voisines qui placotent de l'autre côté de la vitrine, c'est vraiment pas essentiel au récit, mais c'est essentiel à l'atmosphère, à la recréation de ce quartier populaire-là. Et comme je disais, ça alourdit pas, ça ralentit pas la lecture. C'est juste une bonne utilisation de ton médium. Mais dans ce cas-là, je dirais que c'est justement assez essentiel parce que c'est vraiment le tout. Là, ça rythme, comme tu dis. Puis en plus, après avoir fait Fantomas, où il n'y a pas, à part pour quelques petits gars, il n'y a pas une virgule qui est superflue parce que c'est super dense. Ouais. La Petite Patrie, au contraire, c'est le temps de prendre son temps. Puis ces petits placotages-là, puis ces petits mémérages-là, puis ces petites anecdotes-là à gauche, à droite, c'est ça le récit, en fait. C'est ça, c'est une série. C'est comme un journal, en fait. Pas vraiment, mais je veux dire... Chronique. C'est super utile ce que je dis. Chronique quotidienne. Oui, c'est ça, c'est de la tranche de vie, de la chronique. Ouais. Juste une petite parenthèse, mettons, si je veux parler brièvement de l'album sur lequel je travaille en ce moment,
où là, il y a vraiment énormément de choix à faire au niveau justement d'être plus efficace, justement en jumelant en fusionnant différentes scènes, parce que sinon c'est trop long. On rappelle que c'est le récit du voyage, oui, c'est des voyages. Tour du monde d'époque, où dans le scénario qui était très proche du récit de Nellie Bly qu'elle a écrit après son Tour du monde, où il y a beaucoup de noms, de dudes qu'on ne reverra jamais. Puis, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup trop de personnages, beaucoup, beaucoup trop d'horaires de train, puis de données comme ça qui ne sont pas très intéressantes en soi. Là, dans ce cas-ci, j'ai opté justement pour une espèce de... Ben, en faisant des choix en plus qui sont vraiment volontaires de juste oublier tel personnage ou de le remplacer par un autre qu'on connaît déjà. C'est pas historiquement correct, mais ça va rendre le récit beaucoup plus léger. Puis pour me permettre aussi cette liberté-là, pour pas que ça a l'air d'être une espèce de documentaire où j'aurais mal fait mes recherches, là, parce que j'ai pris vraiment le pari de faire une espèce de réalisme magique, où il y a beaucoup de métaphores, puis oui, c'est basé sur une histoire vraie. Oui, on sait que c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, mais c'est très assumé. À un moment donné, il y avait toute une histoire autour de Nellie Bly. Elle va partir en voyage, mais elle vient de se rendre compte qu'elle n'a pas son passeport. Fait qu'il y avait comme un long bout où le monde courait à gauche, à droite. De formalités pour pouvoir trouver. Puis l'idée, c'était comme faire une course, puis suspense, puis tout, mais ça marchait pas très bien. Puis surtout, j'ai résumé ça en une case où tu as un côté le Capitole, de l'autre côté la Statue de la Liberté, puis entre les deux, il y a un pigargue à tête blanche qui amène le passeport dans son bec. C'est pas de même que ça s'est passé. C'est le représentant du gouvernement américain. C'est ça, tu sais, puis c'est comme une case, puis c'est plus drôle, je trouve, tu sais. Fait que c'est ce genre de choix-là. Des fois, c'est comme la nécessité de rendre ça efficace. Puis c'était aussi, je pense, le cas pour cet exemple-là, qui te fait trouver d'autres idées. Voilà. La prochaine question touche quelque chose qui a été évoqué par toi. Tu disais que Claude Jasmin, à l'époque, n'était pas décédé quand tu as fait l'adaptation de son roman. Donc, par contre, les créateurs de Fantomas, eux, de même que H.P. Lovecraft, Nellie Bly, John Steinbeck, ça fait un moment qu'ils sont morts. Mais Anne-Marie Saint-Cerny, Michel-Marc Bouchard, Nicolas-Franck Vachon, Fabien Cloutier et Jean Teulé étaient tout à fait vivants quand Jean-Luc a adapté son roman. Donc, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont échangé avec l'auteur avant d'entreprendre le travail de transposition, ou alors qui ont eu envie de le faire puis qui finalement l'ont pas fait pour une raison ou l'autre? Et avez-vous eu l'occasion aussi de discuter avec l'auteur après la publication de vos albums respectifs? Donc, avant, après, les contacts avec l'auteur? Oui. Oui, ben moi, je trouve ça important d'avoir l'assentiment aussi, puis le feeling qu'on travaille en équipe aussi, parce que hier, j'écoutais ici la conférence sur... à propos justement de la littérature quand elle est traduite, la traduction, travailler avec un traducteur, c'est un peu la même chose, je trouve, en BD, de traduire une pièce de théâtre, un film ou un roman. Moi, je trouve que c'est important d'avoir l'auteur pas loin. Tu n'imagines pas prendre son œuvre puis te l'approprier? Non, je serais pas capable. Non, j'aime mieux sentir... Puis c'est aussi une personne qui peut te donner, si tu as la chance de la rencontrer, des angles qui ne sont pas nécessairement là dans le livre ou dans la pièce ou sur scène. Il y a un gros travail derrière tout ça. Il y a des scènes qui ont été coupées, il y a des intentions qui sont données aux comédiens que tu es bien content de connaître quand tu fais la pièce. Puis, non, il voulait dire... là, il s'en va vers telle émotion. Où il a dit ça parce qu'il va aller vers là plus tard. Donc, j'ai pris des notes aussi à ce niveau-là, mais... Avec Nicolas-Franck Vachon, on a beaucoup travaillé de cette façon-là pour me dire « Ah non, cette émotion-là ne fonctionne pas quand elle est là. » Puis on a changé des choses. Mais moi, c'est important le trip, pour moi, c'est de faire aussi avec quelqu'un, mais pas de l'avoir trop non plus là dans mes pattes. Là. C'est l'avantage de travailler avec un dramaturge ou une dramaturge, je trouve que c'est ça qui est le fun. C'est que c'est un scénariste, mais qui n'a pas écrit pour faire une BD. Donc, il connaît pas nécessairement la BD, ou très peu, mais il est toujours ébahi de ce que tu fais aussi. Il est toujours content de voir en bande dessinée ces personnages. Même le casting, je sais pas, toi, quand tu as vu le film, les dessins, non, c'est vrai, les dessins de Christina, vous êtes allé plus chercher ce que tu disais dans une autre conférence que tu as fait. La vraie Christina qui a existé, donc, vous lui avez comme
fait un espèce de nouveau casting. C'est pas du tout la comédienne. Non, non. Moi, j'ai fait les deux. Non, justement, moi, je veux pas... si je fais une adaptation d'un texte, je peux pas m'inspirer d'une représentation ou d'un film. Moi, j'ai un contrat moral avec l'auteur, c'est sa pièce que j'adapte, et à la limite, je ne dois pas l'avoir spécialement vue. Moi, c'est le texte. Et durant le processus, est-ce qu'il y avait des contacts avec Michel-Marc Bouchard? Pardon? Est-ce qu'il y avait des contacts avec Michel-Marc Bouchard? Mais après, tout est différent d'un cas à l'autre. Bon, déjà, dans les adaptations, moi, je dirais qu'il y a 3 cas de figure. C'est l'auteur est vivant, soit il est mort, mais il n'est pas encore dans le domaine public, ou il est mort et il est dans le domaine public. Donc, s'il est dans le domaine public, c'est-à-dire qu'il est mort depuis plus de 70 ans, on peut faire ce qu'on veut de la pièce, on n'a pas de droit à payer, on fait de la pièce ou du roman. Si il est pas encore dans le domaine public, il y a des ayants droit. Donc là, je les conseille, c'est le bordel. Ils sont beaucoup plus chiants que les auteurs, les héritiers. Donc pour La Perle, ça a été vraiment très compliqué. Donc ils pensent comment défendre l'œuvre de leur aïeul et en fait, très souvent, ils ne comprennent rien au texte qu'ils comptent défendre. Donc c'est très compliqué. Et puis donc dans le cas où l'auteur est vivant, c'est vrai que c'est beaucoup mieux d'avoir un vrai dialogue avec. Mais après, chaque auteur fait comme il veut. Avec Jean Telet, toutes ces adaptations qu'il a eues précédemment, que ce soit aussi au cinéma, au théâtre ou en bande dessinée, il veut juste voir le dossier de départ. Si ça lui plaît, il dit « Allez-y, maintenant c'est votre œuvre ». Donc, il me disait « Tu me montres de temps en temps où vous en êtes, parce que j'ai envie de voir, parce que j'aime bien ce que vous faites, mais tu en fais vraiment ce que tu veux. C'est à toi, et je ne vais pas te dire de retoucher, de recommencer, c'est ton œuvre. » Fabien Cloutier, c'est la même chose. Oui. Il a dit, moi, j'ai fait mon travail. Oui. J'ai écrit cette pièce-là parce que X raison, puis mon boulot est fait. Là. Donc, si tu veux en faire ta version à toi, peut-être qu'un jour, il va y avoir une autre version de ces pièces, mais c'est ça. Je termine juste. Par exemple, avec Michel-Marc Bouchard, là, il nous a laissé faire aussi. Mais le rapport n'était pas le même qu'avec Jean Telet. Donc, c'est resté très, très sympa. Mais je lui ai fait relire à plusieurs moments et à la toute fin. Et par exemple, à la fin, il a retouché peut-être 10 ou 15 dialogues qu'il a voulu vraiment parfaire, peaufiner. Et il m'a fait remarquer une petite erreur que j'avais faite en faisant allusion à quelque chose que j'avais viré du scénario. Et donc, il a une très bonne lecture après coup, mais qui a été qui a apporté. Je ne me suis pas senti lié. Envahi, Oui, voilà. Et Julie, je me demandais avec Claude Jasmin, ce qui s'est mêlé, ce qui était curieux de voir, notamment la représentation du quartier, des gens. Alors, moi, j'ai pas eu énormément de contact avec Claude Jasmin, mais j'ai quand même écrit, j'ai envoyé les premières planches, le découpage. Puis il m'a répondu avec enthousiasme, qu'il trouvait ça très beau, vivant, qu'il aimait la jeunesse, blablabla. C'était très encourageant. Oui. Mais après, j'ai pas eu de correspondance avec lui au-delà de ça, vraiment. C'est peut-être plus Normand, mais encore là, je pense qu'il voulait garder ses distances. Ça semble assez commun, en tout cas, chez les écrivains. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous, par exemple, Christian, qui était content de ne pas avoir Lovecraft dans les pattes, de pouvoir s'approprier une œuvre sans toujours avoir ce travail-là d'aller-retour, de discussion avec l'auteur de l'original? Ben, je te dirais, pour le projet de la Cité Oblique, c'était le fait d'avoir c'est drôle à dire, mais Lovecraft était plus léger pour moi. J'ai travaillé avec, comme je vous ai dit, sur le suicide puis sur Mégantic, ça demandait une implication émotive assez intense puis une responsabilité par rapport aux gens.
qui est impliqué. Tu demandes, tu demandes tantôt est-ce que les gens étaient d'accord ou est-ce qu'on montrait les choses après ou avant qu'on travaillait sur l'œuvre. Pour Mégantic, il y a Jean Tlusio, qui est le père de Cathy, tantôt qu'on voyait, qui il a accepté d'ouvrir le livre pour la première fois le jour du lancement devant les caméras de Radio-Canada. Puis il a dit, vous m'avez redonné ma fille, en fait, vivante sur papier, vous l'avez fait vivre sur papier. Fait que ça, pour moi, c'était comme un énorme soulagement, tu vois. Puis il reconnaissait les lieux, tout ça. Puis là, ça m'amène à parler du projet que je suis en train de travailler dessus sur Dédé Fortin. Ça, c'est une bande dessinée qui est très complexe. C'est pas moi qui devais la scénariser, en fait. C'est Jim Corcoran, mais il s'est désisté parce qu'il fallait qu'il travaille sur l'album de Gilles Vigneault. Bon, j'ai compris. Mais passé après Gilles Vigneault, c'est humiliant, ça? Ben, ça va, je m'en suis remis. Mais tu vois, là, c'est la famille, c'est les amis, c'est un terrain miné, Dédé Fortin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se parlent plus. Dans la famille même, il y a des gens qui se parlent plus. Les artistes de Montréal avec les gens du lac, c'est pas toujours, ça coule pas toujours. Puis moi, j'ai eu accès, ils m'ont vraiment donné toute leur confiance. Je pense aux deux ex-copines d'André Fortin, Célanie puis Sophie, qui m'ont confié des lettres intimes, en fait, qui ont reçu d'André, dont une de Célanie, il avait écrit plein de lettres à Célanie, qui a toutes déchiré. Puis Célanie, ils les avaient pas trouvées dans l'appartement, mais ils les avaient pas données à Célanie, en fait. Ils les avaient cachées. Mais elle savait qu'il avait écrit ces lettres-là pour elle. Puis, bon, il est mort au mois de mai. Puis, au mois de décembre, le rapport du coroner est sorti. Fait que la police a remis les lettres à Célanie. Mais dans ces lettres-là, qui sont vraiment très intéressantes, il y a une lettre qui n'a pas été déchirée, qui était une lettre que André Fortin s'est écrit pour lui-même dans les dernières heures, en fait. Il écrivait, c'est sa pensée sur papier à ce moment-là. Ça, comment tu traites ça, en tout respect de la famille, de l'entourage, de Célanie, tu sais, c'est une grande responsabilité. Donc, à ce moment-là, tu fais attention. Moi, j'ai fait lire une première partie à la famille. Je voulais voir qu'est-ce qu'ils en pensaient, parce qu'il y a eu 4 biographies, un film sur André Fortin, puis la famille déteste tout ça. Il n'y a pas une de ces œuvres-là qui fait l'affaire de la famille puis des amis. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que parce qu'André Fortin a accordé beaucoup d'entrevues, il a écrit énormément. J'ai peut-être ça de documentation d'épais, j'ai ses agendas, j'ai numéro de téléphone de Richard Séguin. Tu sais, il y a toutes sortes de choses on retrouve dans ces choses-là. Puis, j'ai décidé de faire parler. C'est la parole d'André Fortin. Hélène, sa sœur, elle me dit, puis c'est tout le temps des lignes directrices, autant que la vidéo de Cathy Clusio pour Mégantic, elle me servi, autant que cette phrase-là d'Hélène Hélène Fortin, la sœur d'André, elle me dit l'homme a tendance à disparaître derrière l'icône. Mais c'est exactement, moi, c'est l'homme que j'essaie de faire émerger à travers de ça. Parce qu'aujourd'hui, on pense d'André Fortin, on pense de gilet de Richard rayé blanc et noir, ou de Pierre aussi, en arrière. Mais on pense aussi lunettes d'aviateur, on pense ses pantalons un peu écossais rouges. Là, donc, c'est d'aller au-delà de ça. C'est intéressant parce que là, ma question, c'était sur les comptes à rendre à l'auteur, mais toi, c'est beaucoup plus complexe. Il y a plein de gens qui sont encore vivants. Tu as un auteur, tu gères un projet avec un auteur, tu as un auteur. Tandis que là, tu as toutes sortes de personnes qui se retrouvent à avoir leur vision d'André Fortin. Fait qu'il faut que tu réussisses à faire émerger ta parole. Il y a des choses où je me dis, bon, ben, gars, c'est moi l'auteur. Je m'en donnais un des amis d'André, il me disait, Slack le rouge. Non, excuse-moi. C'est parce que le rouge, c'est la couleur de la passion. Parce que lui, dans sa vision des planches qu'il voyait, il voyait le suicide d'André Fortin à travers. C'est à partir du suicide d'André qu'il voyait les planches, et non pas ma vision à moi qui était la passion. Ouais, c'est délicat. Oui, c'est toujours comme ça. On vient avec ce qu'on est sociologiquement, historiquement, notre passé individuel. On vient avec tout ça devant une œuvre. Donc, c'est pour ça qu'il y a différentes interprétations possibles. Hey, une dernière question avant de passer aux questions du public. Avez-vous à l'esprit une œuvre littéraire que vous admirez ou que vous adorez, mais que vous n'oseriez pas transposer parce que l'entreprise vous semblerait dérisoire ou impossible ou sans intérêt? Ou encore pour quelque raison que ce soit. Est-ce qu'il y a une œuvre que vous adorez puis jamais vous vous lanceriez dans sa transposition en BD? Moi, je traîne depuis au moins 20 ans, si pas plus, une envie d'adaptation
qui est un texte de Gabriel Garcia Marquez, un petit roman. Et vu que je dessine beaucoup moins en BD, parce que je sens aussi mes limites, j'hésite toujours à me lancer, parce que si je le scénarise pour quelqu'un d'autre, je vais regretter de ne pas l'avoir dessiné. Et si je me lance comme dessinateur, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Donc, je reporte tout le temps. C'est pas le scénariste qui se sent pas à la hauteur, c'est le dessinateur. Oui, voilà. OK. Ah. Donc, puis on peut pas savoir c'est quel titre? Non. Non. Puis vous autres, oui, Julie? J'ai peut-être pas 100% abandonné l'idée, mais en fait, j'ai juste pas trouvé comment ça pourrait vraiment se traduire encore. Mais j'aime beaucoup l'œuvre d'Italo Calvino. Oh. Mais ça marche. Il y a tellement de. C'est tellement surréaliste, des fois. C'est tellement. Tu mets des images là-dessus, t'enlèves quelque chose. Tu bloques l'humour puis la poésie qu'il y avait dans ces mots-là. Peut-être par vanité, j'essaie encore d'y penser, mais je pense que ça s'adapte pas très bien dans d'autres choses, puis que c'est déjà merveilleux tel que c'est. Mais vous êtes conscient que c'est pas tout le monde qui aurait ces scrupules-là. Il y a des gens qui j'aime, j'y vais, je l'adapte. J'ai peut-être un exemple, le Hitchhiker's Guide to the Galaxy, qui est un radio show à la base, c'est vraiment juste, encore une fois, c'est de l'humour qui se passe très bien d'images. Puis là, plusieurs années, ils ont essayé de faire un film avec, qui est comme un bel essai, mais c'est impossible. Là, je dis impossible, j'ai dit le mot qu'il ne faut pas dire, mais tu sais, ça... C'est pas concluant. On perd beaucoup plus qu'on gagne à rajouter de l'image, à rajouter de la mise en scène. C'est tellement fait pour que l'audiophile ou le lecteur remplisse les blancs. Puis des fois, ne puisse pas vraiment les remplir parce que c'est trop absurde et c'est là que c'est drôle. Tu sais, je sais pas. C'est ce genre d'humour et d'univers-là que j'aimerais tellement me plonger là-dedans et en même temps, je pense que je ferais plus de dégâts que d'autres choses. Ça donne le goût quand même. Oui. Je reprends la parole. On va parler après d'Italo Calvino parce que la trilogie du Baron Perché... C'est à moi. Oui, on va collaborer. Et puis, Paul, est-ce qu'il y a une œuvre ou un auteur intouchable? Écoute, moi, je rêve d'adapter Jaws en bande dessinée. OK. Mais là, j'ai su qu'il y avait une pièce de théâtre qui était écrite, donc je ne ferai jamais ça parce que j'ai pas le goût de dessiner la peur puis les gens qui se font déchiqueter par des requins. Mais je suis un gros fan de Jaws depuis que je suis tout petit. Mais là, j'ai su qu'une pièce de théâtre était montée à Toronto sur l'univers du tournage du film. Ah, OK. Donc, ça s'appelle The Shark is Broken, parce que le requin, pendant le tournage, brisait toujours. Puis là, j'ai écrit au dramaturge, suite à la rencontre avec l'Australien qui était en résidence ici, Oslo, Davis, qui était venu avec Thomas Louis. Puis tout de suite après, j'ai écrit au dramaturge, j'ai dit, regarde, je vais l'essayer, je vais lui demander, voir si... ça se passe dans la cabine du bateau avec les trois comédiens qui attendent que le tournage reprenne. Puis c'est écrit par le fils... du fameux capitaine de bateau qu'on voit dans le film qui se fait manger. Robert Shaw. Oui, Robert Shaw, puis c'est son fils qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ah ouais? Donc là, c'est un scoop, peut-être que je le ferai un jour, mais je ne ferai pas Jaws en... Le scoop, c'est d'apprendre que Jaws est une petite bête fragile. Là. Ça, c'est un scoop. Oui, c'est ça. Il est toujours brisé. Et Christian, est-ce qu'il y a une œuvre inatteignable? Pour moi, j'ai déjà pensé à La part de l'autre, oui. avec Emmanuel Schmitt, mais... je me suis dit, passer 2 ans à travailler sur un album en compagnie du sujet, c'était plus ou moins intéressant. Je pense que... Peut-être préciser de qui il est question là. C'est Hitler, en fait. Ça me tente pas de passer 2 ans avec Hitler. Ça me tente vraiment Ça pourrait pas. s'appeler comme ça, 2 ans avec Hitler. Mon coloc. Tu pourrais faire un making-of de l'adaptation que tu n'as jamais faite. Mais tu vois, par rapport à ça, j'ai fait une adaptation, en fait, d'un concerto pour piano de Beethoven. C'était d'écrire une bande dessinée symphonique. Ludwig. Puis, à un moment donné, j'ai regardé l'œuvre, puis je me suis dit, la 5e symphonie, c'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop puissant. Mes dessins vont juste avoir l'air fade à côté de ça. Donc, j'ai pris quelque chose de plus, pas secondaire dans l'œuvre de Beethoven, mais quelque chose qui était plus accessible, qui avait plus de haut, de bas, tout ça. Donc, ça servait à la narration. Ça a été le concerto pour piano numéro 5, en fait, que j'ai utilisé. On parle d'adaptation, non pas d'œuvre littéraire, mais d'œuvre musicale. C'est intéressant, là. Il y a Jean-Luc qui a encore le micro qui lui démange.
Ah non. Non, ça va? Non. Est-ce qu'il y aurait des questions parmi vous? Utilise mon roman. Soyez pas timide, profitez-en. Je vais juste préciser que si vous avez des questions, je vais circuler dans la salle pour vous amener le micro. Il faut parler dans le micro étant donné que c'est enregistré. Puis je vous invite à faire des interventions brèves en lien avec le sujet et toujours dans le respect et la bienveillance. Alors, questions? Oui? Juste une petite seconde, on va entendre le micro. Je me souviens, on n'est pas si loin que ça, peut-être. Quand c'est par rapport à On la vie... n'entendait rien. Ah, OK, bon. Si c'est la vie de quelqu'un en particulier, est-ce que vous préférez, dans ce cas-là, avoir une interview directe avec la personne ou souvent c'est quelqu'un qui va se mettre entre les deux et vous imagez simplement? Si c'est la vie de quelqu'un en particulier, une bibliographie en fait, là, je ne sais pas si... Est-ce qu'habituellement c'est vous qui allez interviewer la personne ou il y a quelqu'un qui se met entre les deux pour l'imager? Dans le cas d'André Fortin, c'est sûr que c'est toutes des personnes, de ses amis, de la famille, tout ça. Mais j'essaie d'aller à la source directement. J'ai beaucoup de lettres, comme je disais tantôt. J'ai aussi, il a donné énormément d'entrevues. Puis il y a des gens autour de lui qui ont une mémoire phénoménale. Mais parfois, même si on fait quelque chose avec une personne, puis on la contacte directement, c'est intéressant de faire une triangulation, d'aller chercher les infos ailleurs, puis faire un recoupement. Parce que, comme je le disais tantôt, devant une œuvre d'art, comme devant n'importe quel événement, on vient avec ce qu'on est. Mais on peut... moi, j'ai 2 sœurs. Quand on était jeunes, on a vécu telle chose ensemble. On s'en est reparlé 20 ans après. Puis c'est totalement 3 versions différentes qu'on a. C'est ça qui est intéressant, c'est les différences de point de vue, puis de voir, d'extraire de ça qu'est-ce qui reste, en fait. Puis c'est de ramener les choses à l'essentiel. Donc, ça dépend des gens. Des fois, c'est possible d'être directement avec la personne concernée ou un membre de la famille, tandis qu'il y en a qui pourraient peut-être préférer qu'il y ait un entre-deux. C'est juste ce que je voulais savoir, en fait. Mais je ne vois pas trop, moi, l'intérêt d'engager quelqu'un pour aller poser des questions et nous revenir avec le matériau. On est des créateurs, donc on peut faire aussi autre chose que juste dessiner. Enfin, ouais, je ne comprends pas trop, en fait, cette histoire d'intermédiaire. Je sais que pour le film sur Dédé Fortin, ils ont engagé toute une équipe de recherche. Puis là c'était pas le cinéaste comme tel qui allait interviewer les gens. Ouais. Donc, ça dépend des projets, j'ai l'impression. Mais moi aussi, je préfère avoir directement accès à la source. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Profitez-en. Oui, devant. On a parlé beaucoup de texte, mais le choix graphique, le travail visuel que vous avez fait, est-ce qu'il a été influencé par l'œuvre ou vous préfériez aller complètement ailleurs? C'est vraiment large comme question, mais comme dessinateur, j'aimerais avoir vos commentaires. Donc, est-ce que l'œuvre peut influencer sur le style adopté, sur peut-être même sur le découpage, sur le rythme? Oui. Oui. Je réponds. En fait, dans mon cas, ça dépend des projets. Je reviens encore avec Dédé Fortin, c'est parce que je suis là-dedans, j'ai la tête dedans présentement. Le début du livre, c'est extrêmement coloré. C'est vraiment une œuvre qui est une œuvre très, très joyeuse. Puis plus ça va, plus c'est monochrome, plus ça tombe dans de plus en plus sombre. Ça, c'est vraiment un choix que j'ai fait. Il y a un autre livre que j'ai fait sur Félix Leclerc. C'est la même chose. C'est très beau, c'est très joyeux. Ben, pas très beau, mais je veux dire, c'est très onirique. Lumineux, en tout cas. Lumineux, c'est ça que je voulais dire. C'est lumineux, puis, mais il y a d'autres projets, comme Vous avez détruit la beauté du monde. À ce moment-là, l'esthétisme a été vraiment choisi en fonction du sujet qui était sombre, puis les couleurs aussi. Je travaillais sur des papiers de couleurs, vu qu'il y avait des narrateurs qui étaient les professeurs d'université qui ont fait la recherche sur le suicide, qui parlaient entre eux.
Puis il y avait tous les flashbacks sur le passé, tel événement qui est arrivé en 1900 ou en 1700. Donc c'était des choses qui les couleurs permettaient de séparer les temps. C'était des indicateurs, des pointeurs temporels. Parce qu'au début, on a plusieurs pages en bleu, après ça, plusieurs pages en sépia. Mais à un moment donné, on commence à mettre un petit peu de bleu à l'intérieur du sépia. Puis c'est comme ça que j'ai pu jouer avec les temps à l'intérieur. Donc ça, c'est un choix esthétique conscient. Tu vois, pour Poulet, moi, il est en duotone, il est en bleu et noir. C'était délibéré pour pas mettre de couleur. Parce que c'est tellement sombre, mais en même temps, je peux pas juste le faire en noir et blanc parce que ça aurait été trop sombre. Alors, pourquoi le bleu? Le bleu, c'est quand même une couleur, c'est la couleur que tout le monde aime. En général, là, c'est la couleur qui revient dans le top là, des choix des gens, là, surtout quand on est enfant. Puis, mais c'était aussi donner un petit côté policier, le bleu de la nuit, en plein jour, même principe, donc de garder une uniformité, avec des gros aplats noirs aussi que j'ai mis. Donc, des fois, tu te sens, c'est le jour, mais on dirait que c'est la nuit. Puis pour Hippo, c'est complètement l'inverse. Là. Je me suis, pendant donc ce qui s'est passé dernièrement avec notre problème avec la COVID, je me suis tapé un gros trip de couleurs en Islande. Donc, j'ai vraiment choisi un sujet pour me lever au-dessus de ce qui se passait dans la société avec la COVID, puis de mettre la couleur dans ma vie en mettant beaucoup de couleurs, même que mon éditeur m'a repris, disait, là, il y a trop de couleurs dans cette page-là, là, on va en enlever un petit peu, bon, on va rééquilibrer. Donc, le choix était plus même... Oui, c'est ça, c'est intéressant. C'est pas que l'œuvre qui t'a inspiré un choix esthétique, c'est ce que tu vivais, l'ambiance... C'est l'Islande aussi que j'avais le goût d'illustrer, là. Je me suis beaucoup documenté, puis... Donc, c'est ça. Mais oui, ça aurait pu être en noir et blanc aussi. Mais non, on ne pouvait pas avec l'Islande. Mais c'est vrai que graphiquement, chaque projet, moi, je ne suis pas capable de répéter non plus la même chose à chaque fois. Oui, Julie, vas-y donc, comme sur ton projet actuel. Pour rajouter, c'est un ensemble de qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui va vraiment servir le récit. Des fois aussi de ne pas vouloir se répéter, justement, de se retrouver là où on nous attend moins. C'est un mélange de choix conscients et inconscients, en fait. Des fois, tu fais ce qui a du sens. C'est très flou comme réponse. Mais c'est parce que tu as un scénario qui t'inspire, tu as un récit qui t'inspire quelque chose. Oui. Je vais avec le gros bon sens. Puis des fois, ce même récit-là, je le referais 5-10 ans plus tard, puis ça serait des choix complètement différents parce que je suis rendue ailleurs, puis je le relis différemment aussi. C'est ça. Il y a des exemples concrets. Mais il y a aussi des dessinateurs qui sont super versatiles et qui sont vraiment capables de faire des choix très spécifiques et très différents d'un album à l'autre. Dans mon cas, j'évolue, mais beaucoup plus lentement. C'est sûr qu'il y a des choix conscients quand même, mais comme je disais tantôt avec l'album que je fais en ce moment, où là, j'ai vraiment pris le parti de que ça soit pas réaliste. L'histoire est très concrète, mais le traitement visuel est dans le fantaisisme. Ouais. Puis, tu sais, c'est intéressant ce que tu disais. Je referais quelque chose différemment de ce que je l'ai fait il y a X années. Et je repensais aux auteurs intouchables que vous n'osez pas encore vous lancer dans leur adaptation. Il y a peut-être ce processus-là qui peut jouer, vous donner du recul. Tu sais, peut-être qu'il y a 2 ans, vous songiez à cette œuvre à adapter dans tel angle, et que dans X années, vous allez penser « ça serait bien mieux comme ça », puis là, tout d'un coup, là, vous vous sentez à la hauteur, peut-être. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser le mot « impossible », mais c'est bon. Il faut être réaliste aussi un peu. Oui. Dans 10 ans, Hitler, ça va rester Hitler, tu sais. Ça te tentera pas plus. OK. Est-ce qu'il y aurait... Oui? Alors... de l'autre côté. Merci. C'est pas une question, c'est un commentaire sur ce que la table ronde m'inspire. Ça fait référence à l'interprétation et ce que, Christian, tu disais par rapport à la tache de rouge, le rouge qui est interprété différemment. Et la table ronde m'a inspiré un passage du livre de Dominique Fortier dans Au péril de la mer. Alors, on se retrouve dans un monastère où des moines retranscrivent des manuscrits. Et quelqu'un dit, oui, mais est-ce que c'est possible de rester fidèle au manuscrit original parce que les moines ont chacun leur style de retranscrire?
Et le moine répond, tous les livres sont différents. Chaque livre est différent. C'est le lecteur qui fait la différence. Il y a autant de livres qu'il y a de lecteurs pour un même livre. C'est ça ce que ça m'inspire, la table ronde. Voilà. C'est exactement ça. En fait, une fois que... Dans le micro. Excuse. C'est exactement ça. En fait, à chaque fois qu'on arrive puis on remet la maquette finale de notre livre, notre album à l'éditeur, bon, ben c'est ça qui s'ouvre, en fait. Ça ne nous appartient plus. Puis c'est sujet à l'interprétation. Puis tant mieux parce que j'adore les occasions comme ici, comme les salons du livre, les festivals de bande dessinée, parce que c'est l'occasion de rencontrer les lecteurs. Puis les lecteurs viennent échanger avec nous comment ils ont perçu les choses. Avant, c'était intéressant, c'était amusant même de recevoir des commentaires de lecteurs qui disaient « Oh, j'ai voulu dire telle chose. » Moi, c'était pas vraiment ça, je voulais dire, mais c'est pas grave, ça donne un point de vue de quelqu'un d'autre. Là, surtout avec Vous avez détruit la beauté du monde, là, comme au festival Québec BD cette année, j'ai eu 2-3 personnes qui sont venues me voir, qui m'ont parlé de tentatives de suicide. Puis c'est vraiment, ça l'ouvre des canaux que je n'aurais pas imaginés. Puis ça aussi, c'est parce que les gens se voient à travers l'œuvre, ils se l'approprient, puis ils nous reviennent avec ça. Moi, c'est des retours que je trouve, c'est derrière chaque livre, il y a des rencontres, puis c'est ça pour moi qui compte le plus dans mon travail, en fait, maintenant. Il y a une question que j'ai escamotée, qui était pour Jean-Luc, qui, en tant que scénariste, est parti d'un matériau existant, d'un récit qui existait, un roman, et qui ensuite le passe à un dessinateur qui le réinterprète à sa façon. Et là, il y a une couche, effectivement, qui s'ajoute quand on y pense, c'est que chaque lecteur va se l'approprier aussi. Il faut beaucoup de lâcher prise, hein? Oui, enfin, moi je travaille qu'avec des gens que j'apprécie beaucoup et on est dans l'échange tout le temps. Tant quand je suis en train d'écrire le scénario que quand le dessinateur ou la dessinatrice dessine, on a des allers-retours sans arrêt. Par contre, pour revenir à ce qu'on disait sur la manière de, pas transformer, mais de lier vraiment le travail graphique au texte, ben moi, il y a aussi ça dans la recherche de la bonne personne pour dessiner le texte. Et, ou alors dans le sens contraire, par exemple avec Jurg, on avait fait un album avant qui s'appelait Zii, qui était très très violent. Et donc Jurg, lui, il vient plutôt d'une culture punk où il a toujours fait une BD, moi que je traite un peu d'ado-punk, même s'il a maintenant 45 ans, où il aime bien être dans la provocation, des choses comme ça. Et je lui avais écrit un scénario qui était très très violent. Et après ça, on voulait continuer à travailler ensemble et on cherchait le sujet. Et moi, je venais de trucs quand même plus soft, un peu plus poétiques. Et en fait, on s'est retrouvés sur l'œuvre de Jean Telet, qui conjuguait un peu ce qu'on aimait chacun. Et c'est comme ça qu'on se dit, parce qu'on a d'abord fait le projet sur un autre roman de Jean Telet, puis que ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Et donc c'est avec Jean qu'on a décidé après de travailler sur Fleur de tonnerre. Mais donc voilà, c'est vraiment oui, la conjugaison du texte, du dessin, de l'adaptation. Et c'est vrai que ce fait que toutes les lectures sont différentes, si je reparle de Christina, la Reine Garçon, alors que par ailleurs, quand j'écris moi-même mes histoires, maintenant je fais beaucoup de recherche historique, je parle beaucoup de peintres, de peintres anciens. Et donc, je fais beaucoup de recherches. Là, j'ai dû moins en faire sur Christina parce que c'est Michel-Marc Bouchard qui a fait les recherches. Donc, lui, il a fait d'abord une première adaptation de l'histoire historique en pièce de théâtre. Puis moi, je fais l'adaptation de sa pièce de théâtre. Puis Fleur Balthazar adapte mon scénario. Et puis le lecteur met sa vision dessus. Donc, ça se décline presque à l'infini. C'est un phénomène intéressant. Est-ce qu'il nous reste du temps? On pourrait prendre peut-être une dernière question. Une dernière question, s'il y en a une.
Bon, ben alors on va y aller avec la conclusion. Donc, merci Julie Rochelot. Merci Christian Canel, Jean-Luc Cornette, Paul Bordelot. Merci à vous dans la salle, merci aux gens devant leur écran. Cette table ronde vous était présentée par BCF Avocats d'affaires dans le cadre de Québec en toutes lettres, en collaboration avec Québec BD. Mon nom est Michel Giguère. Merci de votre attention, de votre intérêt et surtout bonne lecture à tout le monde. Merci.